Allez, bonjour à tous et bienvenue, sur une nouvelle petite vidéo assez particulière que d'habitude. Suite à une question, d'un abonné, lorsque j'évoque à chaque fois mon portefeuille donc hors foncière, c'est qu'est-ce que j'ai concrètement comme action? Quelle est ma vision des choses? Comment j'investis? Donc voilà, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Je pense pas à refaire d'autres vidéos sur ce sujet, à moins que vraiment j'ai énormément de commentaires, énormément de likes et tout le monde veut savoir absolument, voilà d'autres informations sur ma stratégie en question. Encore une fois, je suis absolument pas un expert, hein, du domaine, on est bien d'accord. Concernant l'immobilier, c'est, on va dire, un peu plus, mon domaine, parce que je bosse dedans, j'ai fait toutes mes études, en lien avec l'immobilier, la partie finance notamment. Par contre, la partie, action pure et dure, c'est un petit peu plus du retour, d'expérience et de l'ajustement au cours du temps. Donc concernant ma stratégie, je vais être sur une stratégie, qu'on qualifie, de, serial, compounders. C'est-à-dire, ce sont des sociétés, qui vont, se développer via des acquisitions. Donc qu'est-ce que c'est qu'un serial compounders? Ça va être une société cotée qui va réinvestir en continu, donc ses flux de trésorerie, dans de multiples petites acquisitions d'entreprises privées et rentables, souvent leaders sur des niches de marché étroites. Donc l'avantage, c'est qu'on est sur des grosses structures qui investissent dans plein de petites structures qui sont très rentables, et de niche. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Pour ma part, je suis absolument pas investi sur les GAFAM, par exemple. Voilà, je vous allez voir au cours du temps, les entreprises que j'ai, hein, je vais quand même vous en présenter quelques-unes. Donc l'avantage, en tout cas, de ce genre d'entreprise, c'est c'est de la conservation, donc des filiales à long terme, c'est leur objectif. On garde les filiales, on les développe. Ils sont surtout là pour la stratégie et également pour la partie donc, financement. Et donc on a les track records qui sont relativement importants. On est sur des structures qui sont, fortement, décentralisées, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. C'est-à-dire qu'on va laisser une certaine autonomie, opérationnelle aux entreprises en question, tout en imposant évidemment une discipline stricte en termes d'allocation du, capital. Concernant les objectifs, évidemment, chaque entreprise a ses propres objectifs, notamment on va parler de ROIC, on va parler de ROCE, enfin vous allez voir en fonction encore une fois de chaque société, on est quand même sur des ratios différents, mais dans l'absolu, on a un ROIC année après année, voire un effet boule de neige, j'ai envie de vous dire, sur la création de valeur. Donc correctement exécuter ce modèle permet, hein, de composer des rendements élevés année après année. Donc pourquoi cette stratégie? Donc l'effet boule de neige comme je vous l'ai mentionné juste avant, un réinvestissement des cash flows avec des rendements élevé, ça va créer en fait une croissance exponentielle, de la valeur intrinsèque. À condition évidemment que les acquisitions, soient correctement faites. Donc évidemment qu'il y ait une partie du management, comme d'habitude, hein, avec une certaine qualité, hein, en termes de management au sein de ces entreprises. Deuxième point, c'est la partie donc résilience économique. On est quand même sur un portefeuille très diversifié. On investit dans plusieurs petites entreprises, niches, encore une fois, dans leur secteur en question et qui sont très rentables. Donc, je dis bien généralement, ça réduit la cyclicité des entreprises et la vulnérabilité aux crises sectorielles. Encore une fois, il y a des secteurs qui résistent plus ou moins. Concernant donc l'alignement et le management des actionnaires, on est sur une rémunération des dirigeants basée sur la création de valeur par action. Bon, ça, je trouve ça tout à fait juste, encourageant la discipline et les acquisitions. À mon avis, ils ont un effet également caride, hein, on voit ça surtout dans le PE, dans le private equity. Et donc il y a vraiment une création, donc le management doit vraiment très bien gérer les acquisitions, y avoir de la performance. Deuxièmement, on est surtout en général, sur des boîtes où les gérants sont actionnaires, de leur entreprise. Donc ils sont skin the game. Donc moi, c'est quelque chose également, que j'apprécie fortement. Et on est souvent sur des performances historiques, c'est-à-dire qu'on a des performances qui sont nettement supérieures aux, indices donc, mondiaux sur le long terme, que ce soit le MSCI World, que ce soit le SP 500. Alors on est quand même sur la performance, ouais, c'est assez important. Pour vous donner un ordre d'idée sur les, 20 dernières années, un panier de serial compounders nordiques, on va voir, on a surtout, voilà pourquoi je vous explique à chaque fois, j'investis pas sur Sagax parce que je suis déjà fortement investi en Suède. La réponse est parce qu'on a beaucoup de ces entreprises-là qui sont, cotées en Suède. Moi, j'ai à peu près un tiers de mon portefeuille, en tout, hein, je crois la totalité de mes portefeuilles sont basés sur, notamment la partie nordique en Europe. Et en tout cas, voilà, ça génère aujourd'hui donc 19 par an, donc ce qui est quand même considérable. Heu, à titre d'exemple, je vous ai cité Lifco, une des plus connues, boîte très intéressante, mais attention, ça se paye très cher aujourd'hui, hein. On a quasiment un peu un ratio de, quasiment 50, donc attention. Toutes ces boîtes se payent cher, hormis peut-être Nibabé.
Adec, pareil, ça se paye relativement cher, mais excellente boîte. Nibabé, très forte correction. On souffre là, notamment avec les frais avec les taxes, hein, de douane, notamment de Donald Trump. On est plutôt sur la partie donc, PAC, pompe à chaleur. On pourra en reparler si vraiment, besoin et la partie donc ASSA ABLOY, je pense que vous connaissez. Alors, cas d'étude, on a un fonds que j'aime bien, c'est rare, hein, niveau fonds, vous savez que j'aime pas trop, hein, c'est comme, voilà, je préfère largement les ETF en général parce qu'on a des frais moins chers. En revanche, il existe des fonds vraiment de qualité, hein, qui surperforment largement certains indices et on a aujourd'hui donc le REQ, alors je sais pas comment vraiment ça se prononce, Capital, qui a 2 fonds, un global et un nordique, et qui en approche une philosophie d'investissement qui en tout cas moi j'aime bien, une approche ultra long terme, sur des portefeuilles concentrés, donc enfin concentrés entre 20 et 40 lignes, hein, voilà, on n'a pas 150 lignes, on est bien d'accord et une stratégie, long only et donc ils sont sur une stratégie pareil comme j'ai expliqué, c'est une stratégie donc de, serial, components, notamment mondial et surtout nordique, parce que je crois que c'est une, entreprise, suédoise. Les performances sont au rendez-vous. Liquidité suffisante sur les marchés, un management avec notamment des parties donc, capital allocators chevronnés et un historique donc de croissance composée. Alors leur ligne top, holdings 2025 sur la partie donc, globale, ils ont donc du Lifco AB. Là, je sais qu'ils ont rentré une nouvelle entreprise qui s'appelle Rocco, qui est pas mal, parce qu'il y a un ancien de l'IFCO AB qui a créé sa structure. On a la partie évidemment Constellation Software, je pense que pareil tout le monde connaît, hein, c'est basé au Canada. On a ICO, c'est aux US. Lumine, c'est, une spin-off, hein, de Constellation Software comme Topicus, qui est coté au Canada, mais, qui est principalement sur les sociétés européennes. Donc, moi en tout cas ce fonds m'intéresse énormément parce que voilà, on a vraiment aujourd'hui cette philosophie et donc, lorsque vous allez sur leur site en question, vous avez surtout des documents qui sont extrêmement intéressants. Voilà, c'est les publications et les reports, mmh, parce que voilà, on apprend énormément de choses. C'est une mine d'or d'informations, c'est entièrement gratuit. Pour moi, c'est aussi puissant qu'un livre. Donc n'hésitez pas à lire. Alors, par contre, c'est qu'en anglais, hein, donc voilà, ceux qui ont quelques difficultés, à la limite, vous faites, Google, Traduction. Mais voilà, c'est un fonds en tout cas, que j'apprécie fortement. Il y en a très peu, hein, je viens de vous dire, ça se compte sur les doigts d'une main. Après, vous pouvez toujours investir dans leur fonds, hein. Mais moi, j'aime bien avoir des actions, mes propres «petites actions» entre guillemets. Et puis après, on a un très, très bel article aussi sur Quarter, sur la partie donc, Serial Killer Success et donc bon, là, pareil, je vous laisserai encore une fois lire et donc, on a quelques documents, pareil, de Rick Capital, qui vous montrent tout simplement la croissance qui est juste impressionnante, hein, si l'on compare, par exemple, à Berkshire Hathaway, sur MSCI World ou l'OMX. L'OMX, c'est l'indice suédois et sur 20 ans, donc vraiment on a quand même des différences qui sont quand même assez importantes, hein. On fait quasiment MSCI World, on fait du 5,9, là on fait du 20. Voilà, après ils vous expliquent également, enfin je vous laisserai lire, hein, mais ils expliquent la différence entre généraliste et spécialiste parce qu'on a différentes stratégies, différentes, encore une fois, entreprises. Et donc évidemment qu'on va voir certains exemples. Brown Brown, très belle action, par exemple, que j'ai au sein de mon portefeuille. Kelly Partners, pareil, par contre ça c'est australien. Donc pareil, très belle boîte, très bien gérée, mais on paye ça cher. Poolcorp, là, que j'ai gentiment renforcé il y a pas très longtemps. On est, sur, pareil, sur la même stratégie, mais on est aux États-Unis, sur la partie plutôt, piscine. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? On est Medcheck, pareil, c'est en Allemagne, on peut être dans un PEA. LVMH, bon, tout le monde le sait, hein, voilà. Pareil, PEA, Dassault Systèmes, PEA. Eurofin, moi, c'est une boîte que j'aime bien, qui avait bien souffert et là, qui est bien reparti. Qu'est-ce qu'on a d'autre aujourd'hui que je peux vous dire qu'on peut rentrer dans un PEA? Et ben, c'est tout. Canada Alimentation Couche-Tard, moi j'aime bien également, c'est une jolie boîte. Et puis après, voilà, on a pas mal de boîtes, voilà, on peut avoir IMCD également, qui est coté, aux Pays-Bas, qu'on peut mettre au sein de son PEA. Et après, on a quelques boîtes aujourd'hui qui sont intéressantes, je trouve, hein, en UK, comme Judge Scientific, pour retourner sur des small cap, mais très jolie boîte. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Non, après voilà, n'hésitez pas à mettre pause et n'hésitez pas à regarder aujourd'hui chaque entreprise. Si vraiment ça vous intéresse, je vois vraiment un engouement, je pourrais faire éventuellement des vidéos que je mettrai peut-être à part, je verrai comment je me débrouille. Mais voilà, vous avez énormément d'informations sur REQ, là, Capital. Concernant les titres emblématiques, encore une fois, par région, donc évidemment, quand en Europe, parce qu'on peut le mettre dans un PayPal, on a quelques titres qui sont vraiment pas mal. Moi, l'IFCO, j'ai en portefeuille, j'aime bien. J'ai AdTech en portefeuille, pareil, j'aime bien. On est plutôt sur la partie tech. Et pareil, Grants, j'aime aussi. Très très belle boîte, très bien gérée. Et NIB a bien corrigé. Pareil, c'est une boîte aussi que j'aime bien. Bon,
Donc à ce jour, sur mon, PEA, j'ai, NIB, Large Grants, Adtech et Lifco, hein. Évidemment qu'il y en a d'autres, Momentum AB, voilà. Il y a plein d'autres, foncières, excusez-moi, il y a plein d'autres actions, de ce type encore une fois, mais après c'est à creuser, ça va dépendre de chacun. Heu, Qu'est-ce que vous aimez? Quel type d'investissement? Quelle est la stratégie, la taille de la structure, l'agilité? Voilà, il y a énormément de points à prendre en compte. En Amérique du Nord, on en a quand même pas mal, mais les plus connus, encore une fois, c'est, Constellation Software, mais ça se paye très cher. On a Lumine et Topicus qui sont des spin-offs, de Constellation Software. Les 3, j'ai également au sein de mon portefeuille. Et après, si on prend un peu plus de hauteur, on a Danaher, on a Roper, on a Echo, on a, Transdim. Moi, j'aime pas trop parce qu'il y a un peu trop d'endettement et Berkshire Hathaway. Bon voilà, ça reste quand même de jolies boîtes, mais attention, surtout la valorisation. Aujourd'hui, on est quand même sur des plus hauts, ça se paye quand même très cher, donc attention. Juste pour vous donner quelques petits ordres d'idées, on est quasiment donc, sur Constellation Software, 25 de free cash flow composé depuis l'IPO, un modèle qui est 100 donc vertical market software et une structure hyper décentralisée avec une forte autonomie. Voilà, c'est ça moi en tout cas j'aime bien. Après, on voit par exemple Lifco, un conglomérat notamment suédois. De tête, Lifco, on est sur 3 segments. On est sur la partie système, on est sur la partie dentaire et la dernière partie plutôt démolition. Et donc, il y a pas mal d'acquisitions sur ces 3 secteurs en particulier. Donc, on a énormément d'acquisitions. Moi, je vous dis, je me suis abonné à la newsletter par exemple de Lifco. Et je vais vous dire, quasiment tous les mois, bam, on reçoit un petit mail, une nouvelle acquisition située en Angleterre. Voilà. Et donc, on a quasiment entre 1 à 2 pages. Sur le petit récap, sur l'acquisition en question. Donc moi j'aime bien, je vois qu'en tout cas la foncière enfin l'action pardon, travaille. Concernant les avantages donc, principaux, hein, de ce modèle en question, un pour moi c'est le rendement, composé qui est élevé. On a un réinvestissement continu du capital avec des taux de rendement donc interne supérieurs à 15 après impôt évidemment, créant un puissant effet, cumulatif sur la valeur. On n'est absolument pas sur la partie rendement dividende comme on a sur les foncières cotées. Les foncières cotées, je vais vous dire, j'ai à peu près enfin, j'aimerais avoir à peu près, 15 à 20 maximum de mon portefeuille sur les REITs, parce que dans un premier temps, je vais chercher de la croissance, hein, sur mon capital et puis je mettrai une petite partie, plutôt au rendement. Mais la partie rendement qui risque d'augmenter au cours du temps. Pour l'instant, je préfère vraiment chercher à augmenter mon capital. 2e point, ça va être la diversification structurelle. Donc le portefeuille est fortement aujourd'hui diversifié sur des entreprises, sur différents marchés, différentes devises. Parce que par exemple en Suède, on est sur le SEK. Alors c'est pas une super devise, hein, qu'on soit très clair, mais là ça commence à aller un petit peu mieux. Mais voilà, donc différentes devises, différents pays, différentes tailles d'entreprise. Généralement, on est quand même sur une bonne résilience parce qu'on est quand même sur des acquisitions, notamment sur des entreprises de qualité qui sont très rentables. Et donc on est quasiment, comparable à un fonds d'investissement coté réduisant la partie, cyclicité des profits. En général, les profits, c'est croissant au cours du temps. Donc voilà, c'est rare d'avoir vraiment une grosse baisse et puis on est bien diversifié. Barrière également culturelle à l'entrée, on a quand même un savoir-faire d'intégration, on a également une expérience, hein, un autre point, c'est la barrière donc culturelle à l'entrée, donc on va avoir un savoir-faire d'intégration, on a quand même une expérience accumulée et le réseau de, scout, c'est-à-dire aujourd'hui, l'éclaireur, c'est-à-dire le collaborateur qui va repérer les nouvelles cibles, hein, d'acquisition et il y a quand même le choix, mais il faut être rigoureux sur la sélection, en tout cas des futures acquisitions. Une barrière culturelle qui est difficilement réplicable pour les concurrents. Donc on a un avantage compétitif durable, évidemment, en fonction des marges, comme disait Warren Buffett. Mais voilà, en tout cas, voilà pourquoi j'investis moi sur ces stratégies-là, qui représentent environ 75 j'ai envie de vous dire, de ma stratégie sur l'ensemble de mes portefeuilles. Et encore une fois, je ne fais pas que ces stratégies-là, parce qu'évidemment, des fois, je sors un petit peu de ces stratégies pour diverses raisons, que ce soit par exemple sur des acquisitions, notamment, j'aime bien être un peu investi sur les pays émergents. Voilà, donc j'ai un peu d'Alibaba, du Tencent. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir un peu de PDD Holding. Ça, c'est ma partie plutôt, on va dire, asiatique. Je vais avoir également, en France, je vais avoir quelques entreprises qui ne font pas partie des serial competitors. Je vais avoir par exemple, Ceterius, je vais avoir également pas mal de luxe. J'ai une petite partie de luxe là que j'ai commencé récemment depuis 2025, gentiment. Du Kering là, depuis Luca, hein, est arrivé, je viens de vous dire. Évidemment une partie, donc j'ai pas de LVMH, moi j'ai plus Dior, c'est la holding de LVMH. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Et j'ai également quelques holdings, comme Exor aux Pays-Bas, mais pareil, une holding familiale plutôt, dans la partie automobile, mais pas que. Donc on est fortement exposé à Ferrari, on a du Stellantis, on a du CNH, on a du Philips. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Et puis après on a une partie plutôt non cotée avec, par exemple une petite partie,
Chez Louboutin, puis après j'ai du Sofina, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Et j'ai du, Produce. Voilà, donc j'ai une partie un petit peu holding, une partie un peu en France, sur les valeurs, du luxe. Mais voilà, dans l'absolu, voici en tout cas, ma plus grande stratégie, c'est celle-ci, hein, c'est plutôt sur le modèle compounder. Donc évidemment, les limites et les risques, hein, qu'on soit très clair. C'est pas non plus la solution miracle, c'est la mienne, c'est la stratégie en tout cas moi qui me convient depuis quasiment plusieurs années. Après libre à vous, hein, de vous mettre sur un ETF Word, hein, encore une fois. Moi je sais que j'adore lire les rapports, j'aime investir dans certains types d'entreprises. Je trouve ça stimulant, c'est quelque chose que j'aime bien. D'autres qui cherchent la simplicité et qui n'aiment pas ça, allez-y investissez sur un ETF, voilà, faut pas non plus avoir un bac+15, hein. Le premier point, c'est la survalorisation. On est aujourd'hui donc évidemment sur les sociétés qui sont de qualité, donc la qualité, ça se paye cher. Et aujourd'hui, ça se paye très, très cher, je viens de vous dire, donc là, j'évite de réinvestir sur du Constellation Software, sur du Lifco, c'est hors de prix. Donc attention, même si c'est des entreprises de qualité, on n'achète pas tout et n'importe quoi à n'importe quel prix. Tout ce qui est intégration et complexité, donc plus le groupe grossit évidemment, plus il faut de la coordination entre l'IT, la partie RH, la culture, la synergie et évidemment ça peut, s'éroder au cours du temps, donc c'est bien des fois de, arbitrer son patrimoine sur d'autres sociétés qui sont plutôt agiles, plutôt petites. Là, je sais que j'ai chopé pas mal de jolies boîtes qui se situent donc, en Pologne et pareil, ils sont sur la même stratégie là, qui ont explosé, hein, donc j'avais hésité, mais bon, hein, comme d'habitude, on loupe toujours, hein, certaines opportunités sur le marché. Il y en aura d'autres, hein, pas d'inquiétude. La partie endettement, hein, c'est quand même un point, encore une fois, hein, comme les foncières cotées, c'est un point, pour moi qui est important. On s'endette parce qu'on a une certaine croissance, mais évidemment que si un jour la croissance diminue et qu'on a un gros endettement, attention. Tout ce qui est maturité taille, pareil, on a quand même un effet taille incontournable. Passer de 1 milliard à 2 milliards, c'est toujours plus facile que de passer de 50 à 100. Donc voilà, je sais que j'aime bien voir moi des petites, sociétés, alors pas non plus des small cap microscopiques, on est bien d'accord, mais voilà, si possible avoir des plus petites, entreprises, plus agiles, ont à peu près la même stratégie et se positionnent sur davantage de dossiers. Enfin voilà, je préfère en tout cas que les gros mastodontes, même si d'un côté, je trouve que c'est, beaucoup moins volatile. Donc encore une fois, le but étant, c'est de diversifier au maximum son portefeuille. Donc la stratégie exige 1 la vigilance, 2 la discipline pour éviter la destruction de, valeur lorsque les conditions de marché se détériorent. Je pense comme tout le monde, je sais si aujourd'hui le marché fait du -30, je sais exactement quoi acheter comme valeur. J'ai évidemment, toutes mes alertes. Je sais tel titre, je dois acheter à combien. Après le reste, c'est juste cliquer sur un bouton et passer l'ordre. Pour quel type d'investisseur, cette stratégie, encore une fois, c'est, pour moi, ceux qui ont une vision de long terme. 1, c'est les investisseurs cherchent une croissance, non pas du rendement, c'est la croissance, en acceptant, de payer pour la qualité des actifs et on ne fera du value sur ce type d'entreprise, quoique il y en a qui ont très, très fortement corrigé. Mais dans l'absolu, voilà, c'est quand même des entreprises qui se payent plutôt cher. Mais après, c'est à l'investisseur de pondérer son portefeuille. Tolérance modérée au risque, alors évidemment qu'il y a une volatilité, ça fait partie du jeu. Attention aux, drawdowns, c'est-à-dire aujourd'hui donc, les grosses corrections, hein, on peut quasiment perdre du -40, -50, comme sur les foncières cotées. Et horizon, je viens de vous dire 5 à 10 ans, voire plus, voire plus. Alors la magie des intérêts composés. Bon, je vous fais pas de schéma sur ce point-là, donc la patience, c'est, le meilleur allié en fait, il faut vraiment faire confiance, en tout cas, au management. Ce sont des sociétés qui, pour moi, sont pas forcément, plébiscitées, hein. J'ai rarement vu de vidéo sur ce sujet. C'est pourquoi que j'ai essayé de faire cette vidéo qui sort complètement du cadre, de l'immobilier. En tout cas, ça me permet de diversifier mes actifs, une partie évidemment immobilier, donc en direct, une partie risque foncière cotée et de l'autre plutôt sur une stratégie de croissance et pas forcément de rendement. Donc la clé du succès, c'est d'avoir une vision donc patrimoniale, comprendre également le cycle d'acquisition en profondeur et évaluer la marge de sécurité lors des achats. Donc conclusion, évidemment que cette stratégie céréale, donc compounders, vise à réallouer donc le capital à fort rendement sur du long terme. Encore une fois, c'est sur du long terme, il n'y a pas d'investissement court terme où vous allez faire du x4, hein, on est bien d'accord? On a quand même pas mal d'exigences. Un sur la compréhension approfondie du process, sur la rigueur, notamment sur les acquisitions. Ça, c'est extrêmement important, hein, les acquisitions futures. Notamment également sur les marges de sécurité à l'achat, hein, le petit particulier qui achète très bien, ce sont de très belles boîtes, mais on n'achète pas tout à n'importe quel prix. Un peu de 60, de 50, c'est beaucoup trop cher. Il faut évidemment avoir une vision donc de long terme. Point d'équilibre, performances historiques qui sont juste impressionnantes.
Comme on a vu, hein, on a quand même aujourd'hui donc des différences qui sont, notables. Et encore une fois, là, c'est la partie nordique, hein, donc si on ajoute la partie plutôt US avec de très, très belles boîtes et notamment canadiennes, voilà, les performances pour moi sont encore plus importantes. Vigilance sur les risques structurels, différentiels, donc valorisation, croissance à surveiller, ça c'est un gros, gros point. Aujourd'hui, on paye ça beaucoup trop cher, donc on attend patiemment. Il y a quelques boîtes encore qui me semblent intéressantes, mais dans l'absolu, les plus connues, ça se paye très cher. Et discipline et patience comme vertu. Donc comme toujours, comprendre le process, extrêmement important. On n'investit pas avant de comprendre l'entreprise en question. C'est indispensable comme toute classe d'actifs, comme tout investissement, même si on fait confiance à un CGP, non, il n'y a pas de confiance. Le contrôle n'exclut pas la confiance, donc vous devez absolument aujourd'hui connaître vos actifs et dans quoi vous investissez et le comprendre. Donc avant évidemment de juger la performance. Là je vous ai montré, waouh, un super graphique plus 19, je vois tout de suite les personnes qui vont se regarder les titres, l'IFCO, ouais super j'achète. Oui, bah, prenez un peu de hauteur avant d'investir, réfléchissez, essayez de comprendre les entreprises. Et également, il faut surtout avoir une marge de sécurité raisonnable avant d'acheter. On n'achète pas n'importe quel titre à n'importe quel PE. On est bien d'accord. Donc en termes de valorisation, c'est des boîtes aujourd'hui qui se payent cher. Donc j'espère en tout cas, avoir répondu, aux commentaires en question. S'il y a des questions surtout, n'hésitez pas. Profitez, hein, parce que je pense qu'il y aura pas beaucoup de vidéos de ce style et je vous dis à une prochaine. Allez, bye bye.